Bonsoir chers amis, vous êtes sur Paix et Guerre pour la 43e édition de Mondoscopie. Nous sommes le 30 octobre 2024 déjà. Je veux commencer d'abord par vous remercier. Nous sommes aujourd'hui un peu plus de 100 000 membres sur cette chaîne et j'en suis vraiment très heureuse. Je vous remercie de tout, de votre soutien, de votre suivi, de votre présence. Et j'ai voulu célébrer ce premier seuil. Évidemment, il faudrait qu'on soit 200 000, 300 000, et j'espère que ça viendra. Mais pour l'instant, déjà, je voulais le célébrer de la façon suivante. On va faire une sorte de petit concours, alors pas très formel, parce que c'est trop compliqué à organiser, et puis ça ne se justifie pas. Mais voilà la chose suivante, on va sélectionner 10 d'entre vous. D'abord, il y aura un premier prix. Celui-ci, son gagnant, sera l'un des membres fans ou amis du club Paix et Guerre. Voilà, du cercle Paix et Guerre. Donc, lui ou elle, une fois sélectionné, aura un entretien de 45 minutes avec moi. Et oui, ce n'est que moi, sur des questions géopolitiques, sur une question ou des questions qu'il pourrait se poser. Bref, nous parlerons ensemble pendant 3/4 d'heure sur un sujet. Voilà, ça c'est le premier prix. Ensuite, du 2e au 5e prix, eh bien, nous allons vous offrir 6 mois d'abonnement comme fan du Cercle Paix et Guerre. Et enfin, du 5e au 10e prix, ce ne sont pas des lots de consolation, mais enfin, vous aurez droit à mes œuvres complètes. Je vous rassure, il n'y a que 3 opuscules et il y en a un qui est quasiment introuvable, donc j'essaie d'en récupérer quelques-uns. Mes trois bouquins que je vous dédicacerai et qui vous seront envoyés. Voilà. Pour les détails vraiment pratiques, une fois qu'on aura nos 10 noms, je vous dirai voilà, comment on procède. Alors, pour participer au concours, évidemment, il faut être abonné à la chaîne, ce qui veut dire qu'il faut avoir activé la fameuse cloche. Bon, et pour le premier prix, il faut faire partie du cercle Paix et Guerre, comme fan ou comme ami. Voilà, mais en tout état de cause, il faut, si vous souhaitez participer bien sûr, il faut 2 mots-clés. Il faut commenter cette vidéo-là, Mondoscopie 43, et avec 2 mots-clés, je participe. Voilà, jusque-là, c'est pas trop compliqué. En tout cas, voilà, on va mettre ça en place et j'en suis très heureuse. Alors, aujourd'hui, beaucoup d'actualités. Essentiellement, je vais vous faire un point un peu sur ce qui se passe en Ukraine. Je vais ensuite aborder, mais en fait assez rapidement, parce que beaucoup de choses ont été dites, ont été publiées par des gens qui étaient à Kazan, etc. Je voulais vous parler des BRICS de manière un peu extensive, mais du sommet des BRICS de Kazan. Je pense que voilà, ça va pas être très nouveau, donc ça va être plutôt ennuyeux. Donc je l'aborderai, mais brièvement, sur un point d'ailleurs assez particulier que personne ne mentionne. Mais ce sera mon 2e point qui sera donc très court. Et le 3e, ce sera le Moyen-Orient, bien sûr, parce que là, il y a beaucoup de choses à dire. Bon, alors, la tonalité générale, pour parler familièrement, c'est qu'on arrive à l'os. On a atteint l'os du mensonge. Il n'y a plus rien à ronger, là. Voilà, il faudrait trouver quelque chose quand même de plus substantiel à proposer aux peuples du monde, et en tout cas aux peuples européens et occidentaux. Et moi, je propose évidemment la recherche et l'effort vers la paix, le courage de la paix, enfin, que ce soit au Moyen-Orient ou que ce soit en Europe dans l'affaire ukrainienne. Donc, il faudrait avoir la volonté, pour une fois, d'améliorer les choses au lieu de toujours vouloir les dégrader, de recréer des équilibres au lieu de s'ingénier à les rompre. Bref, je pense très profondément que c'est un problème éthique qui se pose à l'Occident. Bien sûr, c'est un problème de domination, de pouvoir, de fin de l'hégémonie, etc. Mais en fait, le moteur de ce discrédit, c'est le discrédit éthique. Et donc, je pense qu'il faut que l'Occident et nos pays retrouvent une cohérence éthique entre leurs discours et leurs actes, et donc participer à rechercher l'apaisement. Et ce sera ça, la source
possible de notre renaissance et de la renaissance de notre influence. Je parle là, pas seulement de la France, hein, de l'Europe et des États-Unis naturellement. Donc pour ça, il faut oser, il faut du courage, il faut de l'humilité, il faut de la pugnacité. Ce qui est vrai, c'est que les faits sont extrêmement têtus, mais malgré tout, quand j'interviens en France ou à l'étranger dans des cercles qui sont des cercles où il y a des gens généralement informés ou qui souhaitent s'informer, qui sont désireux de comprendre, qui ont échappé à l'asile des mainstream médias, je prends quand même la mesure de la résistance aux faits, de la résistance au réel, de chacun, si vous voulez, en nous-mêmes, de la force du déni, de la difficulté que l'on a à se libérer de nos illusions très confortables. Et ça m'est encore arrivé très récemment, c'est pour ça que j'en parle. Voilà, la plupart de l'auditoire comprend, même tout le monde comprend, je ne dis pas des choses tellement incroyables, mais il n'admet pas. Il veut bien douter, il veut bien jouer avec les images, les concepts, mais en tirer des conclusions, c'est une autre histoire. Et on croit toujours, et notamment en France, bien sûr, à la valeur performative du langage, comme on dit, c'est-à-dire qu'il suffisait de dire quelque chose pour que ça existe, pour que ce soit fait. Par exemple, que l'Occident est toujours le plus fort, qu'on va s'en sortir, qu'on va gagner, etc., etc. On s'imagine que voilà, on l'a dit, et donc en fait c'est vrai, donc ça va s'imposer au vu et au su de tous. Or, voilà, on a fait un démenti tellement criant qu'il serait quand même temps de passer outre cette résistance, d'arrêter de résister au réel en fait. Parce que ça nous coûte extrêmement cher. Alors évidemment, il y a ceux qui résistent par conviction, parce qu'il y a des gens convaincus, ou par cynisme. Il y a ceux, par exemple, qui pensent que finalement le chaos perpétuel au Moyen-Orient, ou même en Europe, c'est encore ce qu'on peut faire de mieux, parce que c'est ce qui va nous permettre de maintenir notre domination, contre les uns, contre les autres, contre le dialogue, contre l'écoute, contre la prise en considération des préoccupations des autres acteurs. Bon. Donc c'est une politique de pure force et c'est une posture aussi moralisante qui donc ne marche plus du tout, mais on continue. L'échec est flagrant, mais on poursuit parce qu'on estime finalement que le prix à payer est moindre en faisant cela qu'en ouvrant les yeux et en changeant de méthode et d'approche. Bon. Après, il y a ceux qui ne voient rien et qui continuent parce qu'ils sont convaincus qu'ils sont dans le juste, en fait. Et voilà, et que c'est les autres qui sont forcément, qui ne comprennent rien, qui ne voient rien. Et puis évidemment, il y a les serviles, on pourrait dire les larbins, mais enfin les serviles, sans colonne vertébrale, mentale, morale, éthique, personnel, et qui trouvent leur intérêt, bon, souvent vénal évidemment, quand ce sont des gens qui sont en position d'avoir un impact dans la communication. Donc c'est souvent un intérêt matériel, très concret, ou de position, et ils continuent à vendre un discours hégémonique, complètement obsolète, complètement anachronique, occidental, comme ils vendraient dire n'importe quoi, leur chien, voilà. À vrai dire, même parfois, on se demande s'ils ne vendraient pas un peu leur mère. Bon, en tout cas, ils pensent à la gamelle et ils ne peuvent même pas croire. Et ça, c'est quand même très fascinant. Je le vois dans les pics qui me sont envoyés sur les réseaux sociaux. Ils ne s'imaginent pas qu'on puisse agir autrement qu'eux. C'est-à-dire, ils projettent, quoi. Ils ne peuvent pas penser qu'on puisse agir sans intérêt vénal, sans être payé, juste parce qu'on pense qu'il est de notre devoir de dire quelque chose, d'expliquer les choses. Non, ça ne leur vient pas à l'esprit. Ils s'imaginent que tout le monde agit et réagit comme eux. Voilà. Bon. Et puis, bien sûr, la dernière catégorie, c'est celle qui donne de l'espoir. C'est tous ceux, et vous en êtes, qui ont compris que quelque chose clochait très sérieusement quand même, non pas au royaume du Danemark, mais au royaume occidental, et ils attendent que ça change. Voilà, alors ça c'était ma petite introduction. Mon premier point, donc, touche l'Ukraine et la Russie.
Bon, le vent de panique souffle de plus en plus fort quand même sur les lignes de front ukrainiennes. Il y a plusieurs unités qui, faute d'hommes, ont quitté les positions qu'elles étaient censées tenir. La progression russe, tout le long de la ligne de front, s'accentue. Et quand même, on a l'impression que c'est plus seulement les chefs, mais en dessous, au sein des forces armées ukrainiennes, qu'on comprend que la défense est en train de s'effondrer. Donc bien sûr, il y a tout un tas de décisions qui sont mises en œuvre pour essayer de contrer ce phénomène assez inéluctable. Dans certaines régions, on appelle des forces, on explique qu'il va falloir construire enfin des défenses sérieuses. Mais ce qui est assez particulier, bon, les Russes sont entrés dans plein d'endroits, dans Kupiansk, dans Ldovo, mais ce qui est intéressant à relever, c'est que les commandants d'unités et même les politiciens réclament des défenses loin des lignes actuelles de front. Ce qui montre qu'ils s'attendent à ce que l'armée ukrainienne soit obligée de reculer. Voilà, qu'elle va perdre aussi ce terrain entre l'actuelle ligne de front et l'arrière, où ils demandent que des défenses déjà se préparent contre une avancée russe qui se poursuivrait. Alors, tout ça, c'est assez logique, parce que si on regarde l'état des forces ukrainiennes et l'état des forces russes, les capacités quand même assez écrasantes du côté russe, c'est logique tout ça. C'est logique. En février 22, les unités militaires russes étaient entrées en Ukraine, j'allais dire, en configuration de paix. Ça peut paraître choquant de le dire, mais c'est-à-dire que ce n'était pas une armée pour conquérir. C'était une armée pour défaire un régime et pour d'ailleurs reculer ce qui avait commencé à être fait dans le cadre des négociations en Turquie. Bon, tout ça a été mis en panne et cassé, et on est reparti dans la guerre. Mais l'armée russe, finalement, il y avait moins de 100 000 hommes, hein. Et l'armée ukrainienne, à l'époque, c'était près de 300 000, 260 000, je crois, plus tous les volontaires, donc ça a grossi. Et tout ça, ça a changé. Tout a changé depuis février 22. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc maintenant, il y a des brigades régulières de temps de guerre avec plusieurs centaines de milliers d'hommes du côté russe. Et elles ont des réserves suffisantes, elles peuvent assurer leur rotation au bout de quelques jours. Bon, alors l'armée ukrainienne en face s'est agrandie, mais elle a été très largement meurtrie. Enfin, il y a des centaines de milliers de morts. Donc elle a été, entre guillemets, non seulement rééquipée, mais, comment dirais-je, refournie en hommes à plusieurs reprises depuis février 22. Mais la croissance, c'est quand même surtout produite vers l'arrière. Et aujourd'hui, certaines évaluations disent que les forces ukrainiennes sont très très peu nombreuses en fait. Certains parlent de 100 000 hommes environ. Ça me semble tellement peu que je pense que c'est un peu plus, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a plus de motivation, il n'y a plus de morale, il y a un nombre de désertions considérable, c'est comme ça. Il y a de moins en moins de chefs expérimentés. Elles restent dans leur position pendant des semaines sans rotation, forcément, puisqu'il n'y a pas assez d'hommes, voire des mois. Il y a un manque de munitions d'artillerie, alors qui est un peu, manifestement, qui semble un peu compensé en ce moment, mais il est compensé parce qu'il y a moins de canons. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'il y a plus de munitions, il y a simplement moins de lanceurs. Donc, voilà. Le nombre de canons d'artillerie a beaucoup baissé. Tous ceux de l'ère soviétique, enfin une grande partie, ont été détruits. Et les Russes, eux, ont une supériorité en matière d'armes à distance qui n'est pas renversable, en fait, qu'on ne peut pas défaire. Les drones, les fameux drones de type Shahed, qui sont lancés même depuis un mois. Enfin, c'est considérable, c'est près de 2000 drones. Les bombes planantes, bon, vous savez, ces fameuses bombes
voilà, je crois que sur les derniers 8 jours, on en est à plus de 1000, selon l'état-major ukrainien. Hein, ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas les Russes qui le disent, c'est les Ukrainiens qui le disent. Voilà. Donc les drones, bon, bah, ils frappent les infrastructures, ils frappent l'industrie ukrainienne loin de la ligne de front, ils submergent les défenses aériennes. L'armée ukrainienne en abat, mais pas assez. Pas assez. Je crois que les chiffres, c'est à peu près la moitié. Donc voilà, évidemment, il y a des déclarations triomphalistes, mais c'est pas vrai. Et les bombes planantes, environ 140 par jour, c'est très grave parce que ça, c'est des bombes qui transportent 1 tonne d'explosifs ou plus, hein, parfois 1,5, parfois 2, parfois 2,5. Elles sont lancées par des avions de chasse russes depuis l'extérieur, donc si vous voulez, à l'abri de ce qui reste de défense aérienne à l'Ukraine. Elles planent, donc, sur 80 km, comme leur nom l'indique, et puis elles atteignent leur cible avec une très forte précision. Et ça, les fortifications de campagne, les sous-sols, tout ça, ça ne peut pas résister. Donc ça détruit les unités ukrainiennes qui tiennent encore les lignes de front. Et donc, c'est là que je disais, on est arrivé à l'os du mensonge, c'est que l'armée ukrainienne va perdre. Voilà, c'est en cours, c'est là, c'est mathématique, comme je le dis toujours, et il y a un recul. On peut toujours construire de nouvelles lignes de défense, essayer de le faire bien, assez vite, etc. Mais c'est pas en reculant, ça va pas suffire, si vous voulez. Ça va pas suffire, parce que dès que les troupes russes vont s'approcher, les fortifications seront démolies. Et à ce moment-là, les Russes entrent en action. Toujours la même chose. Donc, il faut maintenant, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que le leadership militaire ukrainien fasse pression sur les politiques pour qu'on recherche la paix. Alors, vous me direz, est-ce que les Russes, aujourd'hui, veulent s'arrêter? C'est un autre sujet, on va en parler. C'est pas certain du tout, je ne pense pas d'ailleurs pour l'instant, parce que dans le cadre de négociations de paix, pour les Russes, il est très important d'atteindre les limites administratives des 4 oblasts qu'ils ont formellement intégrés déjà dans la Fédération de Russie. Bon, ce soir, je ne peux pas vous parler de Géorgie, de Moldavie, il s'y passe beaucoup de choses. Grosso modo, ce sont 2 fronts de déstabilisation à l'initiative occidentale contre la Russie que l'on essaie de raviver, mais ça ne marche pas parce qu'en fait, les peuples sont contre. Et ils ont trouvé des partis politiques, alors peut-être soutenus par la Russie ou financés par la Russie, sans doute. Mais en attendant, ce qui est clair, c'est que, pour en parler 2 minutes, c'est que les Moldaves, comme les Géorgiens, n'ont pas du tout envie d'être les futurs Ukrainiens, si vous voulez. Ils ont bien vu ce qui se passe là, ce qu'est en train de subir l'Ukraine, et ils n'ont pas du tout envie de servir de futurs proxys, voilà, pour poursuivre le harcèlement. Ça prouve que les peuples, encore une fois, sont bien souvent, la plupart du temps, plus intelligents que leurs dirigeants. Ils savent qu'ils ont tout à perdre et ils le font savoir au cours de scrutins vis-à-vis de l'Europe, scrutins législatifs, bon. Et en dépit de tout l'argent qu'on donne, en amont des scrutins, de tout ce qu'on fait pour essayer de les convaincre qu'il est de leur intérêt matériel, économique, de se rapprocher de nous. En fait, voilà, l'hostilité est maintenant tellement grave, la rupture est tellement forte qu'ils savent très bien que ça ne va pas bien se passer pour eux au plan concret, au plan de leur sécurité. Si jamais, voilà, ils viennent harceler les Moldaves via les Roumains vers la Transnistrie, par exemple, ou les Géorgiens, comme on avait déjà essayé de le faire à la fin des années 2000. Bon, ça s'était terminé, Dieu merci, très vite. Mais voilà, donc ça, c'est voilà, ce que je peux dire brièvement, globalement. Encore une fois, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur les médias. Bon, vous pouvez apprendre, si vous voulez, les pourcentages, les faits, etc. Ça n'a pas grand intérêt. Ce qu'il faut comprendre, c'est que
on continue le harcèlement, on essaye par tous les biais. Je vous ai parlé de la Baltique, je vous ai parlé de la mer Noire, je vous ai parlé... Bon, eh bien, il y a aussi, bien sûr, le Caucase avec l'Arménie et la Géorgie, et il y a aussi la Moldavie, puisque vous savez qu'on construit des bases en Roumanie, etc., etc. Bon, je veux revenir à l'Ukraine et je veux revenir à l'affaire de la Corée du Nord. Je l'ai traité dans une clé du monde. Vous savez, on dit qu'il y aurait des troupes russes en Ukraine déjà, ou en tout cas en Russie, et des armes, etc., etc., et que donc les Russes s'apprêteraient à se servir, en fait, à employer des soldats nord-coréens en Ukraine contre les forces armées ukrainiennes. Il faut faire très très attention. D'abord parce que, enfin, tout ça, ça a l'air quand même un peu d'un false flag, hein, d'une provocation ou d'un faux problème, si vous voulez, pour justifier en fait l'escalade du conflit, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même encore des gens qui s'imaginent qu'il faut que l'OTAN entre en guerre contre la Russie. Naturellement, il y en a. Alors évidemment, en premier lieu, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, le néerlandais, qui explique voilà, que c'est très grave, qu'on sait tout sur ces déploiements de troupes nord-coréennes, les journalistes aussi, bien sûr, de l'Ouest, etc. On explique même qu'il y aurait des forces spéciales nord-coréennes et pas seulement des troupes ordinaires, enfin classiques. Bon, bref, on monte en sauce cette affaire, en fait. Et il n'y a pas vraiment de preuves. Hein, pour l'instant, on ne voit pas beaucoup de preuves. Les Russes, d'ailleurs, jouent le jeu parce qu'à la fois, ils nient, et puis en même temps, et d'ailleurs les Nord-Coréens aussi, ils nient, mais en même temps, ils expliquent qu'ils ont un accord stratégique avec la Russie et qu'à partir du moment où ces troupes seraient même présentes sur le territoire russe, ça n'enfreint aucune loi internationale, c'est dans le cadre d'un partenariat. Donc à partir du moment où elles ne sont pas employées en Ukraine, et peut-être que s'il y en a, elles sont employées plutôt à l'arrière, précisément, en Russie. En tout cas, voilà, il y a une espèce de surenchère sur cette affaire. Bon, mais on l'a sur d'autres sujets. Je vais vous l'expliquer sur ce qui s'est passé avec la riposte israélienne contre l'Iran récemment. On explique que les Israéliens ont décimé littéralement le système iranien de défense antiaérienne. Bon, enfin, on raconte n'importe quoi, mais on le fait avec aplomb, prestance, assurance, voilà, et on se dit, ça va continuer, on va continuer le mensonge, on continue à nourrir le truc. C'est pas du tout sûr. Évidemment, Poutine peut s'en servir pour, donc à l'arrière, parce que ça peut être utile, mais ce ne seront pas forcément des troupes d'assaut pour la ligne de front. Alors que l'OTAN, lui, rentre là-dedans et explique que c'est imminent, que c'est très dangereux, et donc ça peut justifier une escalade. Voilà. Et évidemment, Zelensky, qui lui est est au milieu de son fiasco, quoi, qui commence vraiment à ne plus tromper même ceux de ses alliés qui voudraient maintenir l'illusion avec lui. Il fait tout pour continuer à envoyer des troupes à Koursk, alors qu'elles sont détruites, etc., que la moitié du territoire conquis dans cette partie de la Russie a déjà été repris par les Russes. Bon, mais il continue. Voilà. Et évidemment, ça nourrit son discours sur quoi ? Sur le fait d'avoir enfin ces fameux missiles pour frapper dans la profondeur russe, parce que là, il faut vraiment faire quelque chose, il faudrait empêcher ce renforcement des troupes russes par les Nord-Coréens. Bon, donc tout ça, voilà, c'est pour
encore une fois, enfoncer le clou de la confrontation, continuer, et justifier une escalade, tout simplement. Justifier une escalade, voilà. Et Kiev dit que, parce que notamment à Koursk, Kiev dit que la Russie a à peu près 50 000 hommes dans la zone, et que l'Ukraine n'en a que 30 000. Donc s'il y avait par exemple, je ne sais pas moi, 10 000 soldats nord-coréens à Koursk c'est en Russie, attention, évidemment, ça pourrait permettre, dans le narratif en tout cas, de justifier le fait que les forces russes détruisent les Ukrainiennes, et que donc il faut absolument prendre des mesures pour empêcher cela, parce qu'il ne faut pas oublier que dans la perspective de négociations qu'il sait à un moment donné inévitable, Zelensky et ceux qu'il conseille se sont imaginés que l'incursion de Koursk, et c'est tellement stupide, ils se sont imaginés que de faire une incursion dans le territoire de la Russie, ça allait pousser le Kremlin à être dans de meilleures dispositions dans le cadre d'une négociation, c'est-à-dire avoir peur ou en tout cas se montrer plus prudent dans le cadre, ou moins exigeant dans le cadre d'une négociation de paix. Je ne sais pas qui lui a conseillé ça, comment est-ce qu'on peut raisonner comme ça, sachant ce qu'est la Russie, sachant ce qu'elle fait, sachant les troupes, les moyens, tous les hommes, les armements qu'elle met en jeu dans ce conflit qu'elle estime et qu'elle déclare existentiel pour elle depuis 2 ans et demi, comment est-ce qu'on peut s'imaginer qu'en allant taper dans le territoire russe lui-même, près 2014, ça va adoucir les Russes, ça les rend enragés, ça ne les adoucit pas. Bon, enfin, je ne sais pas, moi ça me paraît la base, mais enfin, voilà. En tout cas, il est clair que cette histoire des Nord-Coréens, ça permet aussi à Zelensky de dire « mais regardez, ce n'est pas de notre faute, si on fait ce qu'on peut, mais regardez, là, il y a encore des troupes nord-coréennes qui sont dans la zone de 10 000 hommes, qui sont dans la zone de Koursk. Voilà, c'est pas de notre faute, c'est de la faute de Kim Jong-un. Voilà. Donc, bon. Tout ça est un peu ridicule et ça lui donne aussi, mais il continue, ça lui donne aussi un prétexte pour passer un décret qui a été passé il y a quelques, je sais plus, il y a 10 jours, peut-être maintenant déjà, autorisant l'emploi dans l'armée, enfin l'intégration dans les forces armées ukrainiennes, non seulement de soldats ordinaires étrangers ou même de sous-officiers, mais d'officiers. Et là, c'est un signe, non seulement que ça va très très mal en termes de recrutement dans les forces armées ukrainiennes, mais que c'est aussi désormais, il est désormais finalement légal d'avoir des troupes étrangères qui se battent officiellement à l'intérieur même des forces armées ukrainiennes. Ça n'est pas neutre, ça. Ça n'est pas neutre, ce décret. Donc, bon, c'est très inquiétant. D'ailleurs, il y a eu une nouvelle incursion, qui pour l'instant s'est mal terminée pour ses initiateurs, de mercenaires, probablement d'Ukrainiens, mais il y a aussi des mercenaires étrangers à la frontière de la Biélorussie, là dans la zone de Bryansk. Et donc, il y en a certains qui ont été éliminés. Et on a trouvé notamment des Américains, Polonais, Américains et Canadiens. Voilà. Donc, ça continue. On continue. Voilà. On continue l'harassment, le harcèlement. Bon, voilà. Enfin, il y avait... En tout cas, voilà, un ancien soldat d'un bataillon de Rangers, 75e régiment américain de Rangers, 2e bataillon. Bon, il avait des tatouages de son unité, très bien.
Voilà, enfin ça c'est le FSB qui le dit, mais enfin il y a quand même des images, il y a des photos de l'homme, de ses tatous, de ses armes, de tout un tas de choses. Il y avait d'ailleurs des armements étrangers, il y avait des équipements de communication et des affaires personnelles qui ont montré que c'était des combattants étrangers. Donc, la volonté d'escalade chez certains n'a pas molli. On va dire ça comme ça. On verra ce qu'il en est. Pour l'instant, bon, les Ukrainiens parlent de 10 000 hommes. Il y a d'autres rapports qui parlent de 3 000. Mais encore une fois, 3 000 Nord-Coréens, et ça, je pense que c'est vrai, c'est avéré, mais c'est des ingénieurs, c'est des officiers et c'est des spécialistes qui sont là pour se former en fait à la guerre des drones, à l'usage des drones, auprès des Russes, au plus près de la ligne de front. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment là pour eux? C'est pour ça qu'ils sont là? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, on voit bien que Zelensky continue à essayer d'enfoncer le coin là, à Koursk. Je crois qu'il y a 28 000 morts déjà côté ukrainien depuis le début de cette incursion. Bon, c'est... pas sûr que ce soit une très bonne idée, en tout cas certainement pas dans la perspective de négociations. Après, on parle aussi du fait que les Russes pourraient finalement enfin, tel ça avait été plus ou moins annoncé, s'approcher de la ville elle-même de Zaporožié, hein, dans l'oblast de Zaporožié, mais dans la ville, vous savez, l'endroit où il y a aussi cette centrale, c'est la région où il y a cette centrale. Et d'ailleurs, Syrskyi, le commandant en chef ukrainien, met tout en œuvre actuellement pour essayer de défendre la ville de Zaporožié. Bon. Et d'avoir une ligne de fortification autour de Zaporožié et entre Odessa et Nikolaïev. Bon. Est-ce que tout ça... Est-ce que tout ça va suffire? Est-ce que... Voilà, en tout cas, les Ukrainiens pensent que c'est une possibilité. Mais bon, les Russes sont, d'ailleurs les autres aussi, sont coutumiers de manœuvres, de diversion, si vous voulez, de fausses... voilà. Donc on ne sait pas. On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, on voit mal, en fait, pourquoi les forces russes, à ce stade, auraient besoin ou envie de s'arrêter. Parce qu'en fait, un gel des lignes de front, qui est notre idée, qui est notre envie, etc., ne les arrange pas forcément. D'abord parce qu'elles sont en position de force, et puis ensuite parce que ça pourrait pousser l'Ukraine, finalement, à pouvoir rejoindre l'OTAN, et donc à créer des problèmes. On sait bien que ça, c'est la vraie ligne rouge, la sérieuse ligne rouge. Donc, on n'en est pas... je pense qu'en fait, pour la Russie, elle est en train de commencer à récupérer les dividendes de son engagement, et long, coûteux, douloureux, meurtrier aussi pour ses troupes, même si ce n'est pas dans les mêmes proportions que du côté ukrainien. Et je pense que voilà, l'incitation pour Vladimir Poutine de s'arrêter maintenant, dans l'état actuel de ce que fait l'Occident contre lui, n'est pas très élevée. Bon, voilà, c'est comme ça qu'on gère la guerre et surtout le refus de tout apaisement, de toute raison dans ce conflit. C'est désespérant, mais c'est comme ça. Voilà. Alors, deuxième point, très rapide, minuscule, sur les BRICS. Bon, le sommet a eu lieu, il a été spectaculaire, il a, contre tout ce qui a pu être raconté, parce que très peu de choses ont été, à vrai dire, racontées, notamment en France, tout juste si... Voilà, si on en a parlé, à part ceux qui ont eu le courage d'aller là-bas, de faire des émissions depuis là-bas,
notamment Georgi Kuzmanovic. Enfin, bon, à part ces gens-là, courageux et lucides, on n'en a pas beaucoup parlé ici, mais ce qui est sûr, c'est que c'était quand même un immense succès. C'est un immense succès, et c'est même un immense succès à l'intérieur, enfin pour les relations à l'intérieur des grands membres des BRICS, puisque les Chinois et les Indiens ont quand même saisi cette occasion pour mettre un terme, ou en tout cas un couvercle, sur leur querelle territoriale, l'une de leurs querelles territoriales, officiellement. Donc ça veut dire que des choses se détendent même entre des grandes puissances constitutives des BRICS initiaux, mais qui ont malgré tout des concurrences évidentes, des intérêts évidents, des conflits mal résolus, ici au Tibet, au Népal, enfin bon, partout. Bon. Donc, de ce point de vue-là, diplomatiquement, aussi bien en interne que vers le reste du monde, ça se passe en fait de commentaires, parce que c'est tellement évident qu'il se passe quelque chose de très très important. C'est une révolution géopolitique qui est en cours en fait. Bon. Donc, démonstration de puissance, démonstration d'influence pour la Russie, pour la Chine, voilà. Process gigantesque, en cours de consolidation, de structuration financière. Bien sûr, il y a eu des... enfin bon, voilà, il s'agit de leur panier de monnaie, mais en fait de toutes les institutions qui vont avec, les assurances, c'est fou ce qui est en train de se faire. Voilà. Et ceux qui n'y croient pas, tant pis pour eux, à vrai dire, parce que au bout d'un moment, si vous voulez, ça devient un peu fatigant de toujours répéter la même chose. Donc voilà, les BRICS, c'est à parité de pouvoir d'achat, 35% du PIB mondial, quand même, excusez du peu, ça dépasse le G7. Bon, donc je veux bien qu'on se rassure, mais encore une fois, ça ne va pas nous aider. Il ne suffit pas de dire que ça ne marchera pas parce que les pays sont différents et concurrents. Ils ont tous en commun de vouloir exister contre l'Occident et contre les États-Unis, d'avoir le choix et de se dégager progressivement, mais sûrement, de l'emprise du dollar, et de l'emprise du dollar, surtout dans sa version, comment dirais-je, quand les Américains utilisent le dollar comme moyen de pression, si vous voulez, via des sanctions, via des chantages, bon. Tout ça, on ne mesure pas ce que ça a pu créer comme ressentiment, comme défiance, comme déception, tout simplement. Déception, parce que très longtemps, malgré tout, le dollar... mais tout cela, ça impacte aussi la capacité pour l'Amérique, à court et certainement à moyen terme et long terme, de continuer à emprunter, puisque l'Amérique vit aux dépens du monde grâce au dollar. Voilà, son déficit, tout ça, c'est grâce au dollar. Donc si le dollar perd de sa superbe et perd de son poids dans les échanges internationaux, ça va avoir des conséquences considérables sur la prospérité américaine elle-même. Alors après, voilà, comment vont-ils gérer ce défi ? Est-ce que c'est en relançant la guerre partout? Est-ce que c'est en se recentrant? Est-ce que c'est en retrouvant des moteurs d'attractivité vis-à-vis d'autres pays? Je l'espère. J'espère que c'est plutôt la troisième solution. Voilà. Mais, donc, processus gigantesque, processus colossal, positif, attractif, enveloppant, mais pas trop contraignant. Ça, je pense que... en tout cas, les Russes et les Chinois ont bien compris qu'il ne fallait pas recréer un camp scout, quoi. Ça ne marche pas comme ça. Ou plutôt, il faut donner beaucoup d'autonomie aux petits scouts et leur donner des missions à remplir, etc., etc. Et à la fin, leur dire qu'ils ont bien fait. Bon, c'est vieux souvenir. Donc, en tout cas, tout n'est pas réglé.
Et il y a une petite chose que j'ai trouvée, je ne savais pas, à vrai dire. Il y a un représentant russe représentant du président Poutine, auprès de l'Organisation de coopération de Shanghai, qui a expliqué qu'il y avait quand même un petit problème avec la Chine parce que la Russie n'arrivait pas à transférer sa part contributive à l'organisation, au budget général, si vous voulez, de l'Organisation de coopération de Shanghai, parce que la banque qui récupérait ces contributions était en Chine et que les procédures en cours dans cette banque faisaient que cette contribution ne pouvait être faite qu'en dollars et que donc les Chinois refusaient de l'accueillir, si vous voulez, en autre chose qu'en dollars. Bon. Et donc ça montre que la Chine fait tout de même attention, parce que la Chine, elle a une immense politique aussi, et elle a sa relation avec les États-Unis à gérer. Et donc, les Chinois, ils ont peur, évidemment, des menaces de sanctions secondaires américaines, parce que eh bien, ils ne veulent pas avoir ça à gérer en plus. Même pour la Russie, si vous voulez, même pour la Russie, même pour l'allié russe, pour le partenaire russe, plus qu'un allié. Et évidemment, alors vous me direz, ça aurait dû être réglé depuis longtemps, en tout cas depuis 2022, depuis le début de la guerre en Ukraine, les procédures auraient dû être changées, etc., etc. Mais ça n'a pas été fait. Donc la Russie est coincée. Bon, ceci dit, je pense qu'ils en ont discuté et qu'ils trouveront une manière de faire, parce que l'Organisation de coopération de Shanghai est une structure très importante, et ça, je ferai un jour une clé du monde là-dessus, je vous le promets. Mais ce qui est vrai, c'est que ça montre quand même toute la complexité. Ça n'affaiblit pas du tout les BRICS, mais ça montre toute la complexité, et notamment la complexité de l'attitude chinoise et des contraintes chinoises pesant sur la Chine, parce qu'il y a quand même une interdépendance entre la Chine et les États-Unis, à la fois financière et économique, qui est très forte. Alors évidemment, les États-Unis s'en servent, ils essayent de la weaponiser, comme on dit, c'est-à-dire de la transformer en une arme, et de faire pression sur les Chinois, notamment pour qu'ils s'éloignent des Russes. Bon, ça ne marche absolument pas, mais il y a cette idée que, voilà, on est dépendant, vous dépendez de nous, nous dépendons de vous aussi, et si vous ne tenez pas compte de ce qu'on vous demande, on peut commencer à mettre des sanctions de plus en plus importantes, etc. Bon, la Chine aussi peut réagir, évidemment, et elle peut essayer d'abîmer le dollar. Elle en a les moyens. Mais pour l'instant, voilà, on est là aussi dans une dissuasion, dans une approche non pas de mutual assured destruction, comme ça a pu être le cas et comme c'est encore le cas dans certaines parties du monde, mais sur le plan nucléaire. Mais on sait que l'autre dépend en partie de vous, mais que c'est réciproque et que donc il faut... C'est une bonne nouvelle tout ça, hein. Ça veut dire que même s'il y a beaucoup de tensions partout, il y a quand même, à un moment donné, c'est un peu comme l'Iran et le détroit d'Ormuz, si vous voulez, il y a quand même des réalités économiques qui d'un seul coup réapparaissent dans l'horizon mental des dirigeants les plus faucons, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, hein, pas seulement américains, et où ils se disent attention tout de même à ne pas aller trop loin. Voilà. Restons dans la limite du supportable, de la gesticulation, de l'agacement, du harcèlement, etc. Mais voilà. Bon, moi je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, j'aborde mon troisième sujet qui est très important, et je pense que j'ai déjà pris trop de temps. Mais voilà, je vais y arriver malgré tout. C'est bien sûr le Moyen-Orient et la riposte israélienne.
toute récente, là, d'il y a quelques jours, vis-à-vis de l'Iran. Donc, finalement, ça a duré longtemps, hein, Israël a répondu, c'était vendredi dernier, à la réponse iranienne, à la représaille iranienne qui avait eu lieu le 1er octobre dernier, et ce qui était une réponse, à mon avis, et c'est quand même ça le fond du sujet, qui avait très clairement restauré une forme de dissuasion. Bon, vis-à-vis d'Israël. Hein. Dissuasion, voilà. Démonstration de capacité iranienne vis-à-vis d'Israël. Bon. Donc, alors d'abord, contrairement à ce que l'Iran a fait de son côté, cette représaille israélienne n'a pas été largement filmée. Il y a très très peu de choses. Elle a été extrêmement limitée, contrainte d'ailleurs, alors que, bien sûr, il y avait eu tout un tas de déclarations en amont disant que Israël allait faire vivre le feu de l'enfer, n'est-ce pas, à l'Iran, et que ça allait déboucher sur une escalade incontrôlable, etc. etc. Bon, dans les faits, il n'y a pas d'infrastructure critique, ni nucléaire, ni pétrolière, qui a été ciblée, ni atteinte. Manifestement, Israël aurait détruit quelques défenses aériennes iraniennes, parce qu'en fait, l'idée, et c'est là que ça se gâte, l'idée israélienne, c'était d'abord, dans une première série de frappes, de taper les défenses antiaériennes iraniennes pour rendre l'Iran vulnérable, et derrière de taper beaucoup plus massivement. Or, même la première salve de frappe n'a pas pu être mise en œuvre, à part quelques missiles, mais ça a été très très peu, enfin, il s'est presque rien passé, à vrai dire. Voilà. Donc il y a eu 4 morts, bon. Israël avait prévenu l'Iran en amont, grâce à des parties tiers, ce qui était une manière de lui dire ne répondez pas parce que ça peut démarrer, ça peut déborder. L'Iran a dit qu'il allait répondre, il a dit officiellement qu'il allait répondre, mais il paraît que toujours via de tierces parties, l'Iran aurait dit à Israël qu'il ne le ferait pas. Voilà. Donc chacun a considéré que, entre guillemets, la séquence d'escalade était close. Et c'est une séquence qui a été ouverte il y a déjà longtemps, qui a été ouverte par l'assassinat de Soleimani, bien sûr, du général Soleimani, mais qui a été ouverte en tout cas par le bombardement du consulat en avril, du consulat iranien à Damas, qui avait donné lieu à une première salve iranienne de représailles, qui elle-même avait donné déjà lieu à une petite réplique israélienne pour clore aussi la séquence. Donc c'est très intéressant à observer parce que, bon, d'abord l'Iran peut toujours répondre via ses proxys, hein, peut-être le fera-t-il. Je pense qu'en fait, les Israéliens se sont trouvés face à un os, là pour le coup, un os véritable. Bien c'est la puissance des défenses anti-aériennes iraniennes, et notamment grâce à l'aide des Russes. Voilà. Et d'après les analyses qui ont été rapportées par d'anciens diplomates britanniques, d'anciennes personnes du renseignement américain, etc., que l'on peut écouter, qui sont généralement extrêmement bien informés, eh bien en fait, les missiles de longue portée que les 100 avions israéliens, 2 par avion, je crois, espéraient balancer sur l'Iran dans le plan initial, en fait, n'ont pas pu s'approcher
des défenses aériennes de l'Iran. Ils n'ont pas pu s'approcher suffisamment près, si vous voulez, pour acquérir leur cible. Ils n'en avaient pas la possibilité et donc ça a été annulé. Voilà, ils sont rentrés. Bon. Donc ça veut dire, en fait, que la dissuasion opère. Et que là, c'est l'assurance d'une dissuasion mutuelle, au moins mutuelle, et peut-être un peu plus forte d'un côté que de l'autre, mais pas de celui qu'on croit, entre l'Iran et Israël, qui font que là aussi, il y a une gestion de l'hostilité, parce qu'évidemment, ça reste des puissances hostiles, l'une à l'autre, mais attention à ne pas aller trop loin. Je vous ai déjà expliqué dans une précédente mondoscopie qu'il y avait eu aussi, et là je n'ai pas d'informations sûres, un séisme tout de suite après l'attaque iranienne, qui était étonnante parce que ça démontrait une assurance iranienne folle pour pouvoir envoyer 180 missiles comme ils l'ont fait le 1er octobre. Tout de suite après, 2-3 jours après, alors qu'Israël promettait les portes de l'enfer, il y a eu un petit séisme ou alors, certains disent éventuellement, peut-être, l'amorce peut-être un essai nucléaire. En tout cas, tout ça a été étouffé et donc Israël a clairement recalibré ses prétentions, recalibré ses ambitions en termes de représailles. Alors, bien sûr aussi parce qu'elle sait que l'Amérique n'ira pas forcément à son secours. Voilà, de la même manière que l'Iran sait que si la Russie l'aide en défense, c'est une autre chose que de partir à l'attaque avec un allié ou un partenaire. Donc, il y a aussi la limite, j'allais dire, de leurs arrières, qui sont clairement l'objet de réflexion, on va dire. Voilà, de réflexion, d'un côté comme de l'autre, hein, probablement. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a un intérêt du côté iranien, on le savait, mais du côté israélien, c'est plus clair maintenant, à ne peut-être pas aller trop loin, ou en tout cas pas maintenant, et peut-être plus, puisque si l'Iran devenait un pays du seuil ou au-delà, évidemment, ça change absolument tout, ça change toute la configuration géostratégique du Moyen-Orient, à vrai dire, tout l'équilibre des forces. Donc, les Américains n'ont pas rien fait, ils ont donné un deuxième, je crois, système THAAD à Israël, mais qui est aussi une manière de montrer qu'on peut se défendre. Et donc ça, c'est un signal aux Iraniens de ne pas aller trop loin, parce que l'Amérique quand même fait cela. Donc ça laisse planer le doute sur son implication en cas de trop grand danger pour Israël. Est-ce que malgré tout, elle n'irait pas au secours d'Israël, comme le croyaient, ou le croient peut-être toujours d'ailleurs, certains au sein du cabinet israélien. Mais ce qui est clair pour moi, c'est que, et là encore c'est une bonne nouvelle, c'est que l'équilibre s'établit. C'est un équilibre de la terreur. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'urgence arrêter ce qui se passe au Liban, où Israël en plus connaît des pertes, ça se passe très très mal pour Tsahal au Liban. Et donc il se dit d'ailleurs qu'il pourrait bien renoncer à entrer vraiment et se contenter de frappes. Bon, ce n'est pas une bonne nouvelle évidemment pour le Liban malgré tout. Mais Israël est dans une mauvaise posture au Liban, et puis avec une perspective là, de guerre sans fin, donc à moins que ce soit vraiment ça l'objectif. Bon, à Gaza, l'horreur se poursuit, et en plus le Hamas a ressurgi au nord d'une manière assez musclée, donc là aussi on voit pas très bien, à quoi ça sert tout ça. Il se dit que peut-être juste avant les élections américaines, il pourrait y avoir la libération de quelques otages, notamment israélo-américains. Mais ça, voilà, je l'ai vu passer, je n'en sais rien.
Mais il y a probablement, évidemment, c'est souvent le cas, hein. Donc ça pourrait se produire. Le Hamas, lui, n'a pas intérêt à libérer ses otages, évidemment. Et puis, il y a toujours les jusqu'au-boutistes, et ça aussi, c'est un problème, y compris pour Benjamin Netanyahou. C'est-à-dire, il faut gérer ses faucons. Il faut gérer ce qu'il a à l'intérieur même de son cabinet, qui propose la colonisation de Gaza, la fin de tous les Palestiniens. Enfin, je veux dire, il y a des déclarations ahurissantes, ahurissantes. Là, il vient encore d'y avoir un immeuble mais c'est au Liban, avec 100 morts civils, des femmes, des enfants. Enfin, si vous voulez, on est dans une impasse, là. On est dans une impasse. Et là aussi, bon, c'est bien que ça ne déborde pas régionalement, parce que ça se heurtera, à mon avis, à des réactions régionales qui ne seront pas celles d'il y a encore, qui auraient pu être celles d'il y a quelques années, si vous voulez. Là aussi, tout a changé. La dynamique des BRICS existe, le rapprochement entre les Saoudiens et les Iraniens, c'est pas juste du vent, ça existe, parce qu'il y a une convergence d'intérêts à long terme. Donc tout ça est en train de se remodeler dans la violence, dans le drame, dans la mort, dans le sang, dans la souffrance. Souhaitons que le prochain président américain ait à cœur vite de mettre le holà à tout cela. S'il le souhaite, il le fera. Je pense que c'est quand même la seule chose qui puisse arrêter aujourd'hui Israël encore. Mais ce qui est bien, c'est que, enfin, je suis désolée de le dire, mais je pense que les équilibres dissuasifs, c'est très bon, si vous voulez. Quand il y a une trop grande disproportion, quand il y a... Eh bien, ça donne des envies, ça donne des tentations impériales, impérialistes et hégémoniques, et on l'a vu de notre propre côté, on le sait. Et là-bas, c'est la même chose. Donc voilà, s'il y a une dissuasion qui opère entre l'Iran et Israël, moi je dis que c'est un ferment de calme. Voilà, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas démarrer, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir une énorme provocation qui échappe même aux dirigeants, ça ne veut pas dire, bien sûr. Bien sûr, tout ça est toujours possible, il y a toujours ce qu'on appelle les signes noirs, n'est-ce pas? Mais on va espérer que d'autres couleurs l'emportent. Je vous remercie de votre attention. Je pense que je vous ai dit l'essentiel. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous demande de liker, de partager, de continuer à nous soutenir. C'est vraiment très important. Nous avons besoin de moyens pour continuer à développer cette chaîne. Je ne peux pas le faire toute seule, par moi-même. Donc voilà, votre soutien est très très précieux, déjà par votre écoute, n'est-ce pas? Et puis si vous pouvez faire plus, eh bien faites-le. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.